Bonjour à toutes et à tous. Je vous présenterai aujourd'hui la dernière séance du MOOC Philosophie et mode de vie. Le but de cette séance est de conclure sur les différents sens que l'expression philosophie et mode de vie peut avoir dans la période contemporaine, en particulier lorsqu'il s'agit de renvoyer à la pratique philosophique des anciens. Si la pratique de la philosophie comme technique de transformation de soi est encore vivace, quelle est la forme qu'elle peut prendre aujourd'hui ? Quel sens y aurait-il aujourd'hui à vivre comme Diogène le Cynique, par exemple, ou comme Marc Aurèle? À travers quelle forme de pratique ou de technique de soi peut-on impliquer la philosophie aujourd'hui et maintenant? Vous l'avez peut-être expérimenté, vu, entendu, la philosophie est parfois rapprochée de certains arts, les arts martiaux, ou d'autres pratiques méditatives, comme le zen, thérapeutiques, la psychanalyse par exemple, ou encore artistiques. Au point que parfois, on pourrait se demander s'il n'y a pas une espèce d'inversion dans l'expression philosophie comme mode de vie, une inversion qui ferait du mode de vie de chacun, du plus sage au plus fantasque, une philosophie. Le mode de vie comme philosophie. Ce n'est pas ce chemin que j'emprunterai aujourd'hui, car en réalité, ce MOOC aura été pour nous une proposition militant pour l'idée que l'étude de la philosophie, de la pensée et des discours est cela même qui peut fonder un mode de vie, et sans doute pas l'inverse. Bien que, comme le disait Henry Thoreau au début de Walden ou La vie dans les bois, cité par Pierre Hadot, on puisse dire « il y a de nos jours des professeurs de philosophie, mais pas de philosophes », il faut peut-être résister un peu à l'idée que la philosophie doit avant tout se vivre pour être efficace. Après tout, Thoreau ajoute « encore est-il admirable de professer pourquoi il fut jadis admirable de vivre ». J'essaierai donc aujourd'hui de montrer, sans évidemment être exhaustif, 3 sens possibles de la philosophie comme mode de vie. Je rappellerai d'abord ce qui apparaît comme l'interprétation la plus immédiate, c'est-à-dire la philosophie comme transformation de soi. Puis, je me pencherai sur le projet de ce qu'on appelle l'éthique de la vertu, qui nous indique une autre manière de réfléchir en philosophe sur ce que c'est que vivre bien. Et enfin, je terminerai en présentant le chemin quelque peu différent qu'emprunte Martha Nussbaum en nous proposant peut-être une autre interprétation de la philosophie comme mode de vie, la philosophie comme instrument de réflexion sur le développement humain. Vous l'avez sûrement noté, nous avons présenté tout au long de ces séances la philosophie comme mode de vie au sens d'une pratique, dont les effets sont pour ainsi dire individuels. En effet, la philosophie n'a d'influence transformative que pour celui qui la pratique. On cherche, par la pratique de la philosophie, une forme d'accord, garant d'une forme de tranquillité, de bonheur, de sagesse, entre ce qu'on dit ou ce qu'on pense et ce qu'on fait et ce qu'on est. Socrate, Diogène, Épicure, Plotin, Montaigne, Nietzsche sont autant de figures individuelles, j'insiste, qui exemplifient le pouvoir de transformation de la philosophie sur leur propre vie. La philosophie, pourrait dire Nietzsche, peut se réduire à une forme d'autobiographie. Autrement dit, qu'il s'agisse de souci de soi, ou de connaissance de soi, ou encore, on l'a dit, d'ascèse, il s'agit toujours, depuis Socrate, d'une transformation individuelle, l'invention ou le façonnement d'un soi dans ce que Foucault a appelé un processus de subjectivation. Certes, que la philosophie soit une pratique dont l'effet est d'abord individuel, n'empêche nullement que le mode de vie que l'on adopte n'ait pas des effets sur les autres, notre entourage par exemple, ou plus largement une communauté, par exemple une cité. La figure du philosophe fonctionne, on l'a vu, comme un modèle pour les autres, et constitue la pierre de touche de l'existence d'autrui. C'était la figure que nous avons déjà croisée chez Michel Foucault, la figure du parésiaste. Le cœur de la pratique philosophique, et c'est sur ce point que je voudrais conclure, ce premier point, c'est d'abord une transformation du soi et uniquement du soi.
Cette lecture de la philosophie ancienne, vous l'avez reconnu, est celle de Pierre Hadot. S'il est une voix contemporaine qui se réclame en particulier de cet héritage de Pierre Hadot et de Michel Foucault, même si nous n'aurons pas le temps d'évoquer en détail ce parcours au cours de cette séance, c'est celle que Richard Schusterman représente en épousant une philosophie dite pragmatique, héritée de John Dewey. Richard Schusterman retrouve en effet dans Practicing Philosophy, traduit sous le titre Vivre la philosophie, tout l'héritage de Socrate, de Montaigne, de Nietzsche, de Wittgenstein, de Thoreau, et l'associe avec le pragmatisme de John Dewey pour insister sur l'importance de la transformation de soi comme étant un programme d'une pragmatique philosophique. Schusterman contribue dans ce livre à élargir l'idée que nous pouvions avoir de l'esthétique de l'existence foucaldienne. Dans cette pratique de la philosophie, il faut inclure, premièrement, la connaissance des techniques et des dispositifs qui façonnent le soi, et c'est notamment le cas dans l'art, non pas seulement les beaux-arts, mais aussi les arts populaires comme le rap, par exemple, qui est un des terrains de recherche de Schusterman. Deuxièmement, une pratique elle-même qui remet en avant le corps comme expérience et comme véhicule d'une performance du soi. En d'autres termes, il faut conjoindre une connaissance philosophique technique, historique, argumentative, métaphysique, mais aussi une connaissance de terrain, avec un itinéraire singulier qui me construit, m'identifie, me subjectivise. Je cite Richard Schusterman. « Après avoir plaidé la cause de la philosophie comme un art de vivre autocritique en étudiant la pensée et la vie des autres, il m'a semblé approprié de conclure en appliquant enfin cette vision philosophique à un problème central et toujours en quête de solution de ma propre quête d'une vie esthétique. C'eût été contredire l'inspiration pragmatiste de ce livre que de s'y dérober. De plus, cette mise en situation réflexive de moi-même donnera au lecteur un outil critique pour comprendre les limites personnelles et les partis pris qui en orientent la vision. » Bien entendu, cette interprétation de la philosophie n'est pas du tout monolithique. Nous pouvons bien sûr raffiner et distinguer encore parmi les philosophies celles dont la pratique vise l'accomplissement d'un soi, un soi posé comme un sujet dont il faudrait développer les potentialités déjà présentes, et des philosophies qui, justement, voudraient inventer ou dépasser les limites du sujet, les explorer, aller au-delà. La première possibilité, l'accomplissement de soi, semble présupposer une essence de soi, à laquelle on doit s'identifier. La seconde voie semble repousser cette limite au point que nous ne savons peut-être même pas ce que nous pouvons être. C'est peut-être d'ailleurs sans doute ici que se joue une différence, qu'on appelle la controverse, entre Pierre Hadot et Michel Foucault dans leur lecture respective des anciens. Le premier, Pierre Hadot, tenant à voir dans l'exercice spirituel antique un processus d'identification du soi à ce qu'on pourrait appeler un universel éthique. Le second, Michel Foucault, nous portant davantage, et je pense notamment au tome 2 de l'histoire de la sexualité, à une esthétique de l'existence conçue comme une culture du soi et l'occasion de trouver, peut-être, une identité sans essence. Le souci philosophique de l'incarnation des principes ne caractérise pas nécessairement les recherches philosophiques éthiques de ces dernières décennies. Une forme assez inédite de retour aux anciens s'est produite à partir des années 60, où les anciens sont apparus comme un contre-modèle pour contester plusieurs formes de philosophie morale jugées dominantes au XIXe et au XXe siècle. Ce retour aux anciens, appelé parfois néo-aristotélisme ou néo-stoïcisme selon les courants, place Platon, Aristote et les stoïciens comme des figures philosophiques incontournables pour l'édification d'une éthique nouvelle. On appelle ce courant l'éthique de la vertu, Virtue Ethics. Ce retour aux anciens apparaît lors de la publication en 1958
de l'article Modern Moral Philosophy d'Elizabeth Anscombe comme une critique des théories morales modernes, et deux en particulier, l'utilitarisme, qu'elle nomme conséquentialisme, et surtout la morale kantienne déontologique, fondée sur l'obligation, le devoir et l'autolégislation. L'erreur commune de la philosophie morale moderne, selon Elizabeth Anscombe, réside dans une conception judéo-chrétienne de l'obligation morale, comprise sur un modèle légal. Je cite Elizabeth Anscombe, « Comment cela est-il arrivé ? La réponse est dans l'histoire. Entre Aristote et nous est arrivée la chrétienté avec sa conception légaliste de l'éthique. Car la chrétienté a tiré ses notions éthiques de la Torah. On pourrait être enclin à penser qu'une conception légaliste de l'éthique pouvait surgir seulement chez un peuple qui acceptait une supposée loi divine positive. Que ce n'est pas le cas est montré par l'exemple des stoïciens qui pensaient aussi que tout ce qui était impliqué par la conformité aux vertus humaines était requis par la loi divine. En conséquence de la domination de la chrétienté pendant de nombreux siècles, les concepts de être tenu, être autorisé ou être excusé devinrent profondément enracinés dans notre langage et notre pensée. Mais quelle est cette erreur moderne ? De ne pas pouvoir rendre compte de ce qu'est une action éthique en tant que telle, indépendamment d'une représentation d'un moi comme législateur de sa propre vie. Ce qui intéresse Anscombe, chez les anciens, et Aristote en particulier, c'est de lutter contre cette prétention du moi intérieur, tout-puissant, à s'auto-instituer comme législateur de sa propre vie. Cela n'a, tout simplement, pas de sens, selon Anscombe, de prétendre savoir ce qu'est l'action morale si on ne sait pas, premièrement, comment fonctionne véritablement l'esprit humain, deuxièmement, quel sens nous donnons aux concepts moraux eux-mêmes, y compris dans leur usage ordinaire. L'ambition d'Elizabeth Anscombe est donc d'enquêter sur ce que nous pouvons dire de sensé sur les valeurs de nos actions. Contre ces deux courants de la morale, Anscombe en appelle à Aristote, sans précaution historique particulière d'ailleurs, pour, premièrement, réhabiliter la notion de vertu et de disposition éthique. Deuxièmement, souligner l'importance de la délibération, notamment comme moyen d'enquête sur ce que signifient nos normes d'action. Troisièmement, enraciner la morale dans une forme de naturalisme, au sens où, dit-elle, de la même manière que l'homme a des dents, il existe certaines normes qui pointent vers ce qui est bien et ce qui est mal, absolument parlant. Or, en voulant se débarrasser d'un système légaliste, l'éthique de la vertu a trouvé, dans des figures de modèles anciens, des sources d'inspiration pour élaborer des nouvelles formes de subjectivité. Socrate, les éthiques cyniques ou cyrénaïques, éventuellement aussi la figure du sage stoïcien, sont, encore pour nous, des modèles parfaitement vivaces. À première vue, ce qu'on appelle l'éthique de la vertu retrouve une certaine idée de la philosophie comme mode de vie. À ceci près qu'il s'agit dans ce courant de chercher à édifier et justifier des notions morales en partant de la vie ordinaire, en partant de valeurs dont la signification est communément partagée. Cette nuance a son importance. Nous ne nous mettons pas nécessairement en position de devenir Socrate, ce n'est pas l'enjeu, mais peut-être plus modestement, ou de manière plus réaliste, il s'agit de comprendre quels sont les éléments rationnels et infrarationnels de justification des normes et de nos conduites d'action. La philosophie doit nous aider à comprendre comment il existe une sagesse délibérative commune et partagée, et non plus strictement individuelle, sur ce que c'est qu'une norme droite. L'éthique de la vertu n'est pas centrée, autrement dit, sur un sujet conscient de ses propres intentions, mais sur une personne qui participe de manière objective et commune à l'élaboration des raisons qui justifient son action morale. Une limite possible de cette perspective éthique apparaît. N'est-on pas contraint, avec le modèle de la philosophie comme mode de vie, à ne comprendre la pratique de la philosophie que sur un mode individuel ? Mais peut-être la philosophie peut et doit
avoir des effets collectifs sans en passer par une forme d'incarnation d'un mode de vie, et en continuant à chercher, tout simplement, les principes par lesquels l'homme peut être heureux dans une communauté donnée. Minorer le pouvoir de la philosophie comme science et n'en faire qu'une pratique pour permettre de comprendre et de défendre certaines valeurs qui font le bonheur et l'épanouissement de l'homme, voilà ce que contestent en un sens deux philosophes de la veine de l'éthique de la vertu et qui font de la vertu de justice, précisément, leur centre. Il s'agit d'Alasdair MacIntyre d'une part et de Martha Nussbaum, pour ne citer que ces deux derniers. Je ne développerai dans cette dernière séquence que le cas de Martha Nussbaum, qui, à mon sens, présente un sens nouveau à donner à philosophie et mode de vie. La philosophie comme garante de ce qu'on appelle le développement humain. Dans un ouvrage récent, Not for Profit, traduit en français sous le titre Les émotions démocratiques, Martha Nussbaum défendait le développement, ou plutôt la conservation de l'apprentissage de ce qu'on pourrait nommer, chez nous, les humanités. Texte classique, apprentissage de l'argumentation, réhabilitation d'une certaine rhétorique, etc. Nous avons déjà croisé le sens de ces humanités dans la séance consacrée à Montaigne. La référence aux anciens est donc constante chez cet auteur. Pourquoi ce retour? D'abord parce que Martha Nussbaum se présente comme une rationaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a foi dans les capacités de la raison comme instrument d'examen, d'analyse et de justification des actions, des valeurs, des normes, des lois. Comme les Grecs, en un sens, et en particulier Socrate, dont la figure nous est parvenue jusqu'à donner le nom à une certaine pratique pédagogique, la pédagogie socratique, comme Socrate, Martha Nussbaum place donc la raison délibérative au cœur du dispositif démocratique d'examen des principes qui doivent régler non pas seulement la vie des individus, mais la vie de tous les individus. Plutôt finalement ce qui encadre ces choix de vie qui peuvent être extrêmement divers dans le cadre de nos sociétés pluralistes. Retour aux anciens aussi parce que Martha Nussbaum trouve chez Aristote notamment la reconnaissance d'une dimension fondamentale de la vie humaine qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire ce dont il faut prendre soin. Contrairement à l'idée selon laquelle la philosophie serait l'instrument qui nous permettrait de nous rendre invulnérables, invincibles, Martha Nussbaum choisit au contraire de placer la vulnérabilité, mais aussi la capacité de développement au cœur de l'être humain. La philosophie est bien, en ce sens, une forme de thérapie, au sens où elle est capable de reconnaître, et non pas de supprimer, ce qui fait de nous des êtres en voie vers un véritable épanouissement. Flourishing en anglais. Martha Nussbaum élabore, en collaboration avec le prix Nobel d'économie indien Amartya Sen, la notion de développement humain et de capacité. Que signifie ce dernier terme? La véritable question à se poser est de savoir ce que les personnes sont réellement capables de faire et d'être. Quelles sont, en d'autres termes, les aptitudes qu'un individu est capable de réaliser dans un contexte social, politique, économique et environnemental donné. La capacité se distingue donc d'une simple capacité, dans la mesure où, premièrement, la capacité est une liberté de réaliser ou non un ensemble de fonctions, alors que la capacité, si on peut dire, est une simple puissance de faire ou de ne pas faire qui réside dans l'individu. La capacité relève donc d'une maîtrise de la capacité. On peut certes vivre, on peut survivre, mais on peut décider de vivre bien de telle et telle façon. Deuxièmement, la capacité d'un individu est nécessairement ce que Martha Nussbaum appelle une combinaison de plusieurs aptitudes et ne peut en général être atomisée dans la vie d'un individu. On distinguera par exemple la vie végétative d'un individu, simplement tenu en vie par exemple, et la vie épanouie et digne d'un être humain, faite d'imagination, d'action, de relations à autrui, etc.
Troisièmement, la combinaison des capacités est conçue comme le parachèvement du développement de simples capacités. On peut imaginer qu'une société, tout en promouvant le développement de certaines capacités, par exemple lire et écrire, en interdit de facto l'exercice, c'est-à-dire interdit l'usage de ces capacités. Alors on pourrait dire que cela n'enlève rien à la capacité elle-même, et pourtant, c'est le sens même de cette capacité qui est mis à mal, empêchant ainsi de donner à l'être humain une vie aussi riche qu'il aurait pu le souhaiter. En un mot, les capacités sont des aptitudes ou des activités indissociables des conditions réelles de leur épanouissement. Elles sont ce qu'on appelle des prérogatives, au nom desquelles les individus pourraient en appeler à davantage de justice. Les capacités sont ce grâce à quoi on peut mesurer le degré de développement économique, politique et humain d'un État. Il s'agit d'un instrument politique réel pour la découverte et l'édiction des règles minimales des droits. Alors, que sont ces mystérieuses capacités ? On peut reproduire ici une liste des 10 capacités dites fondamentales, en tout cas une liste telle qu'elle apparaît dans le dernier ouvrage de Martha Nussbaum, Creating Capabilities, the Human Development Approach, traduit sous le titre de Capabilité, comment créer les conditions d'un monde plus juste. Je les citerai dans l'ordre. Premièrement, la vie. Pouvoir vivre jusqu'à son terme une vie humaine d'une durée normale, ne pas mourir prématurément ou avant une durée de vie si réduite qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Deuxièmement, la santé physique. Troisièmement, l'intégrité physique. Quatrièmement, les sens, l'imagination et la pensée. Cinquièmement, les émotions. Sixièmement, le raisonnement pratique. Septièmement, l'affiliation. Huitièmement, les relations avec les autres espèces. Neuvièmement, le jeu. Dixièmement, le contrôle de son propre environnement, à la fois politique et matériel. Cette liste des capacités, que vous aurez l'occasion de discuter dans les forums, s'enracine dans une étude des cas dits marginalisés. Marginalisés sous plusieurs aspects. Économique, c'est évidemment le problème de la pauvreté, mais ce n'est pas le point le plus saillant de la théorie des capacités chez Martha Nussbaum. Problème politique, des droits politiques, mais aussi ce qu'elle appelle des droits humains. 3 figures notables vont alors apparaître. Les handicapés, ce qu'on appelle les disabled persons, les femmes, les animaux, et aussi, éventuellement, ce qu'on pourrait considérer comme une personne morale désavantagée, par exemple, les étrangers. Ce sont les 4 cas qu'elle discute dans la majeure partie de ses derniers ouvrages. Même si l'objectif de la théorie des capacités ne consiste pas à rendre tout le monde philosophe, il s'agit bien ici d'une application possible de la pratique philosophique ayant comme projet une transformation non pas individuelle, mais collective. Individuelle parce que toujours aussi collective. Mais quelle est alors la spécificité de la philosophie par rapport à d'autres disciplines comme la sociologie, l'économie, le droit, ou encore par rapport à la politique? Eh bien précisément, parce qu'elle ne prétend pas édicter le droit, parce qu'elle s'engage dans une foi rationnelle et universaliste, parce qu'elle ne compte pas mettre en balance des valeurs morales avec des impératifs ou des contraintes économiques, et parce qu'elle se veut métapolitique, la philosophie apparaît bien comme cette science, et non pas seulement cette pratique, qui peut parvenir à réfléchir et à faire émerger des valeurs que tout individu et toute collectivité rationnelle se devrait d'accepter. Cela ne signifie pas nécessairement, lorsque l'expérience contredit ou met à mal ces capacités, qu'elles sont fausses. Cela signifie simplement qu'elles fonctionnent comme un horizon rationnel qu'il faudrait encore atteindre. En d'autres termes, il s'agit de cultiver l'humanité en nous, pour reprendre un titre d'un des ouvrages de Martha Nussbaum, cultiver l'humanité au sens où il est du ressort du philosophe de proposer les outils nécessaires à l'élaboration d'une théorie des droits et de l'épanouissement individuel et collectif.
Vous avez été très nombreux à nous suivre, très nombreux à participer aussi au forum, et nous espérons que vous aurez apprécié ce nouveau mode pédagogique que nous avons découvert avec vous. Je vous engage bien entendu à continuer la discussion sur cette dernière séance dans les forums, et je voudrais dire un dernier mot sur la philosophie comme pratique de transformation de soi. On pratique la philosophie pour diverses raisons. Par profession, par intérêt intellectuel, parce que la philosophie répondrait peut-être à certaines questions existentielles, par exemple. Il est probable, c'est ce que nous rappellent ces philosophes que nous avons convoqués lors de ce cours, il est probable que cette recherche soit pourtant à elle-même sa propre fin. Ce MOOC aura été une manière de s'adresser à vous sous un autre format qu'un cours. Pourtant, nous continuons à Nanterre, dans chacun de nos cours, à pratiquer la philosophie autrement, avec nos étudiants, en approfondissant une pensée, un sujet, un thème, en explorant aussi bien l'histoire de la philosophie, comme nous l'avons fait durant ce MOOC, que l'histoire et la philosophie des sciences, la philosophie politique, l'esthétique, etc. Je ne peux donc que vous engager, si vous en avez l'envie, à vous renseigner sur nos offres de formation, en licence et en master, en présentiel comme à distance, en naviguant sur le site de notre département. Au revoir et continuez l'enquête.